Le constat est désolant. L'or ne brille toujours pas pour les Maliens, malgré les 15 000 en activité sur le territoire. Le président de la transition en a été informé par la mission d'audit qu'il a remis ce jeudi son rapport provisoire. Beaucoup est à faire dans le domaine pour améliorer l'exploitation aurifère malienne. Opération Ramadan, le président de la transition fait parler son cœur à travers ses œuvres sociales, une distribution gratuite de vivres et de non-vivres en faveur des populations vulnérables des régions de Nara, Badjangara et Douanza vient d'être faite à Boubacar Bablé Touré et Taïeba Diawakoué sont nos envoyés spéciaux. Qui peut et doit observer le jeûne pendant le mois de Ramadan? À prime abord, les personnes en bonne santé. En principe, nous le sommes pratiquement en majorité. Cependant, c'est à l'approche du mois béni que beaucoup de malaises fusent de partout, imaginaire ou réel. La chronique Un jour, une formule avec Souri Ibrahim Keïta en parle dans cette édition pour nous aider à mieux comprendre. Éliminatoire Cannes 2023, demain vendredi, les Aigles du Mali contre les Scorpions de la Gambie. C'est au compte de la troisième journée du groupe G. Leader avec 6 points, les Maliens entendent maintenir la cadence, mais c'est sans compter sur les Gambiens qui vont sûrement tenter le tout pour déjouer les pronostics. Nous sommes jeudi 23 mars. Merci de votre présence et bonsoir à tous. Le président de la transition reçoit le rapport provisoire de la mission d'audit de l'exploitation aurifère au Mali. Le constat est désolant car d'après le rapport, l'or ne brille toujours pas pour les Maliens malgré les 15 mines en activité sur le territoire. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en a été informé et il ressort que beaucoup est à faire dans le domaine pour améliorer l'exploitation aurifère malienne. La mission d'audit recommande par exemple la relecture du code minier ou encore de revoir la durée des contrats miniers. Les détails, c'est avec Siaka Konati. Le constat est amer, mais il est là. Le Mali tire peu de profit de l'exploitation de ces mines d'or. Les ressources versées dans les caisses de l'État par les sociétés minières sont insuffisantes, eu égard à la quantité d'or qu'elles extraient du sous-sol malien. C'est ce qui révèle les rapports de la mission d'audit des 15 mines d'or en activité conduites par le groupement Juventus Mazar, même si les auditeurs s'abstiennent de donner des chiffres. L'État s'est retrouvé dans des pistes où la loi n'a pas été appliquée comme ça doit se faire. Et aussi, il y a des situations dans lesquelles, effectivement, où il y a des améliorations à faire sur beaucoup de plans, sur les méthodes. L'une des choses que nous, on a pu aussi détecter, c'est vraiment de regarder au fond qu'est-ce que l'État doit faire comme réforme dans les cadres institutionnels. L'un des constats et le plus urgent pour nous à mettre en place, c'est aussi le rapatriement des devises d'exportation de l'or qui doit être vraiment exigé parce que d'autant plus c'est la réglementation qui est déjà en vigueur. Les auditeurs formulent des recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, devront permettre de donner une meilleure visibilité au secteur minier. Ils recommandent notamment la relecture du code minier et de la durée des contrats miniers pour que l'or puisse briller pour les Maliens. Ils ont parlé du code minier, de beaucoup de choses qu'on aurait pu regarder dans le code minier et qu'il faut effectivement relire. Ils ont parlé des délais qu'on donne sur les contrats miniers. Ils ont parlé de l'évolution importante du cours de l'or. Les premières conventions minières ont été signées quand l'or était entre 300 et 400 dollars l'once. Aujourd'hui, l'or aussi autour de 2000 dollars l'once. Donc, alors qu'au moment où on signait ces conventions, l'État a donné beaucoup d'exonérations. Donc, si on regarde, par exemple, pour un chiffre d'affaires ou un bénéfice sur les 3 ans de 60 milliards, quand ils ont indiqué les chiffres des dividendes et quand ils ont indiqué le contenu local, on peut se dire qu'on peut fortement améliorer ça. Le contenu local, déjà, quand on a fait le rapport entre les chiffres, on est à 0,1% du chiffre d'affaires qui va dans le contenu local, quand autour de nous, on a des pays qui sont à 1% tout simplement. Le gouvernement devra présenter très prochainement au Conseil des ministres un plan de mise en œuvre de ces recommandations. Le président de la transition a instruit au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'énergie et des mines et au ministre de l'économie et des finances de lui soumettre au Conseil des ministres prochain mercredi un plan de mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ce rapport. La bonne gouvernance et la transparence de l'activité extractive
peuvent constituer un atout pour le développement économique du Mali, concluent les auteurs de l'audit qui ont conduit cette mission. Conformément à un décret du 3 juin 2022, ils ont travaillé avec une équipe technique composée des représentants des départements des finances, des mines, des domaines, de l'administration territoriale et de l'environnement. Poursuivons avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta fait parler son cœur à travers ses œuvres sociales. Voilà l'opération Ramadan qui vient de commencer. La distribution gratuite de vivres et de non-vivres en faveur des populations vulnérables a commencé par les régions de Nara, Bandiagara et Douanzan. La délégation est conduite par la conseillère spéciale du président de la transition accompagnée du commissaire à la sécurité alimentaire. Boubacar Babli Touré, Taïeb Adjawakoui sont nos envoyés spéciaux. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient une fois de plus de faire parler son cœur en cette veille du mois de Ramadan. Il vole au secours des milliers de personnes vulnérables des régions de Nara, Bandiagara et Douanzan à travers une importante donation de vivres et non-vivres. Dénommée Opération Ramadan, c'est la région de Nara qui a servi de cadre pour le lancement. Ici, ce sont plus de 1700 personnes vulnérables qui ont reçu des dons composés de 20 tonnes de riz, 20 tonnes de mil, 10 tonnes de sucre, des cartons de couscous et des pâtes alimentaires, des dattes, de l'huile et du thé. À ceci s'ajoutent des rouleaux de tapis de prière, des exemplaires du Saint-Coran et des chapelets. Au nom des bénéficiaires, nous remercions infiniment le président de la transition pour ce geste qui va beaucoup nous aider dans ce mois de Ramadan. Nous, les femmes de Nara, remercions le colonel Assimi Goïta pour ce geste de solidarité qui nous va droit au cœur. Après la région de Nara, ce sont les populations vulnérables, en l'occurrence les déplacés internes des 3 cercles de Bandiagara, qui ont bénéficié de cet élan de solidarité du président de la transition. Elles ont aussi reçu des produits alimentaires de même nature, ainsi que des rouleaux de tapis, des exemplaires du Saint-Coran et des chapelets pour la mosquée. Au nom des bénéficiaires, nous remercions infiniment le président de la transition pour ce geste qui va beaucoup nous aider dans ce mois de Ramadan. Merci vraiment au président de la transition de penser à nous en ces temps difficiles. Nous souhaitons que la paix revienne pour que nous puissions retourner chez nous. C'est la région de Douanzan qui a constitué la dernière étape de cette activité de distribution gratuite de vivres et non-vivres. Tout comme à Nara et Bandiagara, ils sont plus de 200 ménages, soit plus de 1700 personnes à bénéficier de ce don. Ici aussi, les fidèles musulmans n'ont pas été oubliés. Les vivres sont arrivés au moment opportun du mois de Ramadan, un mois béni pour les musulmans. Et il tient également à remercier l'ensemble de la délégation et transmettre également ce message au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Ce geste du président de la transition s'inscrit dans le cadre de ses œuvres sociales en faveur des populations maliennes. Le don est un signal pour dire qu'aucun Malien, où qu'il se trouve, ne sera oublié. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a en cœur tous les Maliens. Donc à l'approche du mois de Ramadan, qui est un mois assez difficile, un mois où il y a beaucoup de dépenses, il a tenu à faire parler son cœur en donnant le nécessaire pour le Ramadan aux couches les plus vulnérables de certaines régions. L'opération Ramadan va se poursuivre pendant tout le mois de Ramadan. Il y aura d'autres activités que le mois de Ramadan. C'est un mois de solidarité, un mois de partage. J'exhorte tous les Maliens à penser aux plus démunis. Le Mali est connu pour ça. À Douanzan, l'occasion était opportune pour la délégation de visiter les châteaux d'eau réalisés toujours dans le cadre des œuvres sociales du président. Partout où la délégation est passée, un accueil de grand jour lui a été réservé à travers des prestations musicales, comme pour dire merci au chef de l'État. Le
Le président du Conseil national de transition est toujours à Moscou. Le colonel Malik Diao continue sa découverte des lieux symboliques de la ville. Aujourd'hui, 2 musées militaires au programme. Il s'agit du musée de la Grande Guerre patriotique et celui du panorama de la bataille de Borodino. Le visiteur du jour s'est dit fier de l'histoire de Russie, le récit de nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Connu sous le nom du Musée de la Victoire, le Musée de la Grande Guerre patriotique ouvre ses portes au président du Conseil national de transition. Les armes crépitent, la ville est surprise. Ici, un plan d'évacuation, là, une unité de fabrication de missiles qui coupe le sommeil à l'ennemi et un peu plus loin, un engin de l'ennemi en détresse. Je vous avoue que j'ai été impressionné par la grandeur de ce musée, non seulement sur le plan reconstitution de l'histoire, mais aussi sur l'histoire proprement dite. Encore une fois de plus, je me rends compte que la Russie est un grand pays d'histoire, de culture, mais aussi de gloire. Gloire basée sur le soutien et la contribution du peuple. En soutien à l'armée, les femmes, même les enfants prennent les armes. Médecins, artistes, hommes de lettres, tous se mobilisent pour sauver la patrie. La victoire, oui, elle est là. C'est bien cette figure monumentale du soldat russe qui l'arrache énergiquement. Cette exposition retrace carrément le soutien populaire qu'a apporté le peuple russe à son armée, notamment sur le plan artistique, sur le plan santé. On a vu des médecins et même des enfants avec leur contribution, leur participation à la grande victoire. Donc à l'issue de cette visite, je me suis encore rendu compte que malgré les difficultés, avec la volonté, le succès est possible. Je demande au peuple malien d'être encore une fois de plus rassuré. Malgré les difficultés, les jours heureux s'annoncent. Non loin du parc de la Victoire se trouve le musée Panorama de Borodino. La prise de Moscou par l'armée de Napoléon et les événements sur le champ de bataille près du village de Borodino sont restitués sans complexe. En somme, le musée de la Grande Guerre patriotique et le musée de Panorama constituent les 2 ailes qui portent aujourd'hui hautement la Fédération de Russie. Direction New York aux États-Unis où le Mali prend part au siège de l'ONU à la conférence de haut niveau sur l'eau. 2 membres du gouvernement parlent au nom des autorités de la transition au milieu de participants du monde qui se sont donné rendez-vous du 22 au 24 mars 2023. La correspondance de Aïssata Ibrahim Maïka. Il s'agit notamment de contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable consistant à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement à l'horizon 2030. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a indiqué que les ressources en eau dont regorge le Mali sont au cœur de toutes les activités socio-économiques. C'est pour cette raison que le Mali a poursuivi sa politique de maîtrise de l'eau en soutien au développement économique à travers la construction du barrage hydroélectrique de Gouina dans le cadre de l'OMVS, du barrage Sey de Djéné sur le Bani, tout en continuant les efforts pour la réalisation du barrage de Taoussa sur le fleuve Niger, malgré le contexte sécuritaire difficile. 2030, c'est dans 7 ans, d'où l'importance de cette conférence qui permet de promouvoir et de comprendre clairement les défis liés à l'eau et de rechercher des solutions efficaces. En soutien aux actions de facilitation de l'accès de tous à l'eau potable, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, a consacré les 2/3 des fonds spéciaux aux œuvres sociales, notamment à la réalisation et la mise à disposition de plus de 200 forages au profit des populations sur tout le territoire national. Cette initiative a été suivie par le Premier ministre, mais l'ensemble de ces actions concourent toutes à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, en particulier l'ODD numéro 6. Je suis heureux d'annoncer que le Mali a réalisé cet ODD 6 à hauteur de 71,5% du taux national en 2022, en donnant accès à l'eau potable à plus de 3,7 millions de personnes et en réalisant
plus de 100 000 branchements sociaux d'eau potable de 2018 à 2022. En marge de cette conférence, le Mali organise un événement parallèle qui sera présidé par le ministre Traoré et son collègue de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable sur le thème « Eau, facteur de paix, sécurité ». La fine pluie tombée sur Bamako et environ annonçait-elle la célébration aujourd'hui, 23 mars, de la journée météorologique mondiale? Peut-être bien. En tous les cas, cette journée est célébrée depuis 1961. Le thème cette année est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Le ministre des Transports et des Infrastructures, dans son traditionnel message, a souligné l'engagement du Mali à concrétiser la vision mondiale qui est de mettre en place un système d'alerte précoce pour informer à temps la population et réduire au maximum les effets météorologiques des changements climatiques. Les grandes lignes du message de Madame le ministre, c'est avec Bemba Sibi. Sécheresse, pluies diluviennes, tornades, tsunamis, les phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents et de moins en moins prévisibles. Ces catastrophes naturelles, effets des changements climatiques, bouleversent l'écosystème et affectent le développement socio-économique de nombreuses communautés. Afin de contribuer à prévenir ces catastrophes naturelles et à réduire le nombre des victimes et des dégâts, l'OMM et les services météorologiques et hydrologiques nationaux vont renforcer les systèmes de veille météorologique pour fournir des prévisions météorologiques et des systèmes d'alerte précoce au gouvernement, à divers secteurs économiques et au grand public. Une synergie d'actions nécessaire car les phénomènes météorologiques transcendent les frontières. Déjà, l'ONU, à travers son secrétaire général, a lancé en 2022 le système d'alerte précoce pour tous. Le gouvernement de la République du Mali demeure absolument engagé sous le leadership de son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à apporter son soutien à l'initiative Système d'alerte précoce pour tous, en continuant d'appuyer la modernisation du service météorologique pour lui permettre de renforcer ses capacités d'observation, de détermination, de surveillance des risques des phénomènes météorologiques extrêmes et la diffusion d'alertes précoces. Ce qui va permettre d'informer à temps les populations sur les risques de catastrophes. La mise en place d'un système d'alerte précoce efficace et interconnecté est au cœur de la célébration de la journée météorologique mondiale. Une journée qui a pour thème cette année l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Lancement ce jeudi au siège du Conseil malien des transporteurs routiers des activités de la journée de sécurité routière. 200 transporteurs verront leur capacité renforcée au cours de cette journée, nous dit Bokari Koulibaly. Pour une meilleure compréhension du contrôle routier et du respect du code de la route, l'ANASER a initié avec le département de la sécurité une session de sensibilisation et de renforcement des capacités des transporteurs. Une initiative qui entre dans le cadre du lancement des travaux de la journée de la sécurité routière. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette journée de sécurité routière avec l'ensemble des transporteurs et des chauffeurs et conducteurs routiers pour d'abord les sensibiliser et les expliquer qu'est-ce que c'est qu'un contrôle routier conjoint avec la police routière et comment faire pour améliorer la sécurité routière. Ensuite, nous avons prévu de former 200 chauffeurs et conducteurs routiers sur le code de la route et les règles de la circulation routière. Pour la ministre en charge du transport et le président du Conseil malien des transporteurs routiers, cette session du donner et du recevoir doit permettre de diminuer les accidents de circulation, éviter les tracasseries policières et du coup booster l'économie nationale. Les statistiques de l'Agence nationale de sécurité routière montrent en effet que sur les 10 614 cas d'accidents enregistrés en 2021, 6 406 ont concerné les automobiles, soit un taux d'implication de 60,35%. Ces statistiques prouvent à suffisance la nécessité d'une mise à niveau des chauffeurs et conducteurs routiers pour la sécurisation du transport professionnel prévu dans les piliers comportement plus sûr des usagers de la route de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2030. Les avantages sont si énormes que je demande à Madame le ministre d'intercéder en notre faveur auprès du directeur général de l'ANASER
afin qu'il multiplie ce genre de formation, aussi bien qu'à Bamako qu'à l'intérieur du pays, car les chauffeurs et conducteurs sont très nombreux et servent partout au Mali. Face à cette doléance, la ministre du Transport a réitéré tout son engagement à continuer sur cette lancée. Aussi a-t-elle attiré l'attention des transporteurs sur les infractions telles que l'excès de vitesse, la conduite sous l'effet de l'alcool, l'usage du téléphone au volant, entre autres. Le document sur la stratégie nationale de transformation digitale du système de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique et du développement des compétences au centre des Nateliers à Bamako pour sa validation. D'autres précisions, c'est avec Koumba Sissé. Bientôt, notre pays aura son document sur la stratégie de transformation digitale du système de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique et du développement des compétences. Plusieurs acteurs sont réunis pour mener des réflexions sur ce document afin de le valider. Toute cette stratégie nationale va grandement contribuer donc à l'atteinte de l'agenda 2063 de l'Union africaine, une Afrique prospère, basée sur une croissance inclusive et un développement durable. C'est dans ce sens que l'initiative panafricaine soutient les pays en faisant le lien entre ce processus de refonte de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Mali à la 4e révolution industrielle. Ce document de stratégie nationale est une opportunité pour le Mali de soutenir la digitalisation de la formation professionnelle. Ce document est le référentiel du gouvernement malien visant à réduire la fracture numérique. Sa vision est de faire du Mali un des hubs technologiques de l'Afrique de l'Ouest. Il ambitionne de faire du numérique un vecteur de développement durable, une source de productivité et de valeur ajoutée pour les autres secteurs économiques. En plus de la Gambie, du Libéria et du Mali, 5 nouveaux pays seront soutenus par les mêmes partenaires pour avoir leurs documents sur la stratégie de transformation digitale du système de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique et du développement des compétences. 12e session du conseil d'administration du Centre national de promotion du volontariat, le compte-rendu de Fademba Keïta. Les 12 administrateurs présents à cette 12e session du conseil d'administration du Centre national de promotion du volontariat ont pour mission essentielle la validation des rapports provisoires annuels et financiers de 2023, du plan de travail et du budget provisionnel de l'année en cours. Leur analyse judicieuse doit faciliter l'exécution des ambitions et projets d'appui des partenaires. En marge du budget, nous comptons mobiliser des ressources additionnelles pour mettre en œuvre le projet vers Mali. Il s'agit d'un projet volontaire engagé pour la réussite de la transition au Mali qui va mobiliser 2000 volontaires environ sur l'ensemble du territoire du Mali et ces volontaires vont travailler dans le cadre de l'éducation électorale et aussi promouvoir les lois et les réformes menées par la transition du point de vue électoral. Et deuxième composante de ce projet, c'est la consolidation de la paix. Le président du conseil d'administration s'est réjoui des résultats enregistrés par le centre courant 2022, à savoir 445 volontaires déployés contre 200 prévus, soit un taux de mobilisation de 222,5%. Sur les 17 activités prévues, 13 ont été réalisées. Cependant, avec la réduction du budget 2023 de 6,68%, l'engagement de tous s'impose pour relever les défis. Il urge donc pour nous tous administrateurs, de soutenir les efforts de mobilisation des ressources additionnelles par le CNPV. La prochaine adoption de la politique nationale de volontariat et la recherche de financement pour le projet Vers Mali, volontaires engagés pour la réussite de la transition au Mali, sont deux grands challenges du CNPV que nous devons suivre et appuyer. Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de volontariat, favoriser la création des associations de volontaires, former et gérer les volontaires, travailler en partenariat avec les organisations nationales et internationales du volontariat sont entre autres objectifs du Centre national de promotion du volontariat. 83e session du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité. Les perspectives pour cette année sont très bonnes, nous indique Mamadou Fani. La BMS SA se porte bien, c'est ce qui ressort des conclusions de la 83e session ordinaire de son conseil d'administration. Le bilan 2022 de la banque a été marqué par une hausse du bilan total faisant de la BMS la première banque de la place, ce qui a permis à cette banque d'accompagner plusieurs projets. C'est des résultats jamais égalés
le parcours de la banque. La banque est intervenue dans beaucoup de segments d'activité. Nous avons financé tous les secteurs d'activité, donc que ce soit dans le domaine de l'industrie alimentaire, que ce soit dans le domaine du financement du coton, dans le domaine des engrais, des intrants agricoles. La banque a continué à financer l'économie malienne au titre de l'exercice 2022 et également par rapport à la commande publique. Beaucoup de marchés publics, notamment les accompagnements indirects en faveur de l'État du Mali, ont été effectués également par la banque. Les administrateurs de la BMS ont souhaité le maintien du cap pour 2023. Il y a un projet Élan 2023, un projet de transformation de la banque que nous avons engagé. Donc 2023 aussi, ça va se pencher essentiellement sur la mobilisation des ressources importantes de la clientèle, également les ouvertures d'agences que nous allons continuer à faire, également les accompagnements des Maliens de l'extérieur. En 2022, nous sommes stabilisés à ressources clientèles mobilisées, 815 milliards. Donc nous comptons aller à 875 milliards pour 2023, aussi avec la conjugaison des efforts internes. Je constate que les comptes qui sont soumis aujourd'hui présentent les résultats bénéficiaires sans précédent de l'histoire de notre établissement, malgré les difficultés que nous avons tous connues. Pour cela, en votre nom, nous adressons nos félicitations au directeur général et à l'ensemble de son personnel pour le travail accompli et nous les exhortons à persévérer dans cette dynamique pour la consolidation de ces résultats. La BMS SA s'inscrit ainsi durablement en faveur de la mobilisation des ressources adaptées à ses besoins de financement et poursuit l'assainissement de son portefeuille à risque et du renforcement des recouvrements de créances de la banque sur la clientèle. Une autre perspective pour la banque en 2023, c'est l'ouverture d'une représentation bancaire en Espagne. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à travers le Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, a organisé une session de formation sur les procédures d'arbitrage OHADA, éthique et déontologie. On en sait plus avec Fanta Mama Nientao. L'amélioration du climat des affaires est une priorité pour le gouvernement du Mali et demeure un souci permanent de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. C'est dans ce contexte que le Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, CECAM, tient une formation de 2 jours pour le renforcement de la capacité de ses arbitres. Nous tenons la formation à l'endroit des arbitres du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali afin que les litiges soumis au CECAM puissent être tranchés dans la plus grande technicité, dans la plus grande connaissance des techniques propres à ce mode alternatif de règlement des litiges qu'est l'arbitrage. C'est une formation qui va permettre aux arbitres d'appréhender la majorité des questions relatives à divers actes uniformes de l'OHADA et des règlements de procédure du CECAM. Avec notre ambition, un jour d'arbitrer ici plus d'affaires internationales que de niveau local. C'est le sens profond de nos formations continues pour vous outiller davantage et que vous n'ayez rien à envier aux arbitres dits internationaux. La dite formation va permettre d'évaluer le niveau de compétences des arbitres dans les procédures d'arbitrage au niveau du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. Les organisations de la société civile malienne et les experts du pays ayant connu la justice transitionnelle sont réunis à la faveur d'un atelier de partage d'expériences suite à la clôture des travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Jules Sambo-Sissoko, compte rendu. Comment s'approprier les expériences de pays ayant connu la justice transitionnelle avec les organisations de la société civile malienne pour la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Les experts de l'AMDH, en collaboration avec la CVJR, vont tenter de répondre à cette préoccupation au cours de cet atelier de 2 jours. Ils bénéficient de l'accompagnement de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali. L'Allemagne a été dès les premières heures de ce processus, aux côtés du Mali, à travers des accompagnements techniques constants et aussi des appuis à la société civile, aux associations des victimes et à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et aujourd'hui, la justice transitionnelle est un instrument très important qu'il faut mettre en valeur, protéger, raison pour laquelle, en tout cas, nous remercions l'AMDH pour tout
tout ce qu'elle fait dans ce cadre, ainsi que les autres organisations de défense des droits humains. L'initiative participe à la cohésion sociale et à la paix durable au Mali. Le mécanisme de la justice transitionnelle repose sur 4 piliers, à savoir le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les garanties de non-répétition. L'atelier de partage d'expériences et de modèles d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la stabilisation et à la paix. Célébration de la journée mondiale de la trisomie 21, occasion pour l'association malienne de trisomie 21 d'informer et de sensibiliser le public sur ce handicap qui touche plus de 27 000 nouveau-nés à travers le monde. L'association malienne de trisomie 21 a choisi le thème « Donnant un sens à l'inclusion ». Maïbouna Doumbia nous en parle. Ces enfants qui récitent l'hymne national du Mali sont tous atteints de trisomie 21. Amener ces enfants à lire et écrire est rendu possible par l'association malienne de trisomie 21. Cette association a pour but de répondre aux besoins des enfants handicapés trisomiques. La façon dont la société perçoit et traite les personnes porteuses de trisomie 21 est source de discrimination. C'est pourquoi les choix d'école donnent un sens à l'inclusion. J'encourage très fortement l'association nationale et toutes les organisations qui sont impliquées pour l'accueil des enfants qui sont touchés par cette maladie. Le minimum que nous pouvons faire, c'est d'être présents. Et le minimum que nous pouvons faire, c'est d'accompagner. Et j'espère que beaucoup d'autres bonnes volontés vont accompagner ce que vous êtes en train de faire de merveilleux. Rassembler les enfants n'est pas facile, encore moins les enfants qui souffrent de handicap. Cela demande de grands efforts, a laissé entendre le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. C'est une femme qui a pris son courage à deux mains pour venir en aide aux familles, pour venir en aide aux enfants ayant cette maladie. Madame la Présidente a décidé de créer un centre, de créer une association pour soulager la souffrance des familles. Donc, elle mérite d'être saluée. L'association malienne de trisomie apprend à ses enfants la mathématique, l'écriture, l'orthographe et la lecture. Sur le plan sanitaire, les enfants suivent des séances de kinésithérapie, de psychomotricité et d'ergothérapie. La ville de Tombouctou abrite l'atelier de partage du document de projet de la phase 2 du programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire, la correspondance de Idrissa Goulou Sissoko. Il s'agissait au cours de cet atelier de partager le contenu du document du programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire PRESA 2 avec les autorités régionales et les bénéficiaires. Le programme, en réalité, c'est de répondre de façon structurelle à toutes les crises alimentaire et nutritionnelle à travers le renforcement du dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc un des premiers objectifs d'abord c'est le renforcement des capacités opérationnelles, organisationnelles du dispositif national de sécurité alimentaire. Les bénéficiaires seront ciblés, comme je l'ai dit, en commun accord avec les autorités communales, avec les acteurs qui sont sur le terrain, à travers vraiment un processus de ciblage transparent. Ça, c'est la troisième chose, c'est vraiment la mise en œuvre des micro-projets économiques, des micro-projets productifs, des micro-projets environnementaux pour pouvoir vraiment renforcer la résilience. Pour les autorités régionales, ce programme doit pouvoir répondre de façon efficace aux besoins des populations vulnérables en valorisant les filières porteuses de toutes choses qui permettront de sortir les populations de l'assistanat. Le programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire vise essentiellement à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables et à participer à leur relèvement grâce à un dispositif de prévention, d'alerte et de gestion des crises alimentaires nutritionnelles mis en place à travers un partenariat historique entre le commissariat à la sécurité alimentaire et la coopération suisse. Il faut dire que le PRESA 2 couvrira 7 communes de la région de Tombouctou au lieu de 2 pour la première phase.
Sizana, dans la région de Ségou, lauréate du prix Meilleure commune sur les 17 en compétition. L'initiative est du programme de gouvernance locale Redevable. Honoré Tchenou nous en parle. Le programme de gouvernance locale Redevable PGLR+, est un programme adapté aux situations mouvantes du Mali, y compris l'insécurité et les violences sur les personnes et leurs biens. Il met en compétition les communes des différentes régions du Mali sur la transparence dans la gestion des affaires. Et cette année, dans la région de Ségou, c'est la commune rurale de Zézanagar qui décroche le premier prix pour la 3e fois consécutive. Depuis le lancement du programme, elle reçoit un chèque géant de 12 millions de francs CFA. Le bon secret d'un responsable, c'est la transparence. Et quand on est transparent, on est vraiment véridique et ça paye. Pour avoir posté 75% des documents recommandés par le programme, la commune rurale de Zézana mérite la félicitation et l'attention particulière des plus hautes autorités pour créer plus d'émulation entre les communes. Je tiens vraiment sincèrement à remercier les communes d'intervention du programme, que ce soit celles qui auront des prix et celles qui ont fait l'effort de poster les documents, de participer à un concours. Et je les remercie pour leur participation active et surtout l'ouverture d'esprit. J'exhorte les heureux lauréats à faire un bon usage du prix reçu au profit des communautés de leurs communes respectives. Et je remercie toutes les communes présentes à cette cérémonie pour l'intérêt et l'engagement renouvelé pour la gestion participative des affaires publiques. Le programme PGLR+, est un financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali et il est mis en œuvre par le consortium d'ONG néerlandais, à savoir SNV Lead, Oxfam Novid, Cordeid et V4T. Les effets du changement climatique, le coût élevé de l'aliment bétail ou encore l'insécurité et le vol de bétail sont entre autres difficultés que la filière bétail-viande rencontre aujourd'hui. Des préoccupations partagées avec les médias. Batraouri nous en dit plus. D'Andre Desieux, le porte-parole énumère les difficultés auxquelles la filière bétail-viande fait face au moment où les acteurs disent apporter 16,2% au produit intérieur brut du Mali. D'énormes difficultés qui sont entre autres le changement climatique qui raréfie les fourrages, les difficultés de pâturage, les obstructions des circuits pastoraux, le coût élevé de l'aliment bétail. Aujourd'hui, nous sommes à 300 000 francs la tonne, soit 15 000 francs le sac de 50 kg. L'insécurité et le vol de bétail, l'occupation anarchique des espaces pastoraux. Ces problèmes persistent malgré plusieurs démarches entreprises. C'est pourquoi les membres de la filière sollicitent le soutien des autorités. Tout ce que les éleveurs demandent aujourd'hui, c'est que l'aliment bétail soit immédiatement mis à leur disposition et à moindre coût. Nous retirons notre demande auprès du président de la République pour qu'il s'implique personnellement et nous rappelons que les éleveurs, à travers leurs fêtières, ont une longue expérience dans la gestion et l'organisation du partage d'aliments bétail sur toute l'étendue du territoire. La filière bétail-viande est ce vaste réseau qui comprend les éleveurs, les bouchers, les marchands de bétail et autres producteurs de lait au Mali. L'ANICT a 20 ans et en 20 ans d'existence, plus de 340 milliards de francs CFA investis dans les collectivités. À l'heure du bilan, les motifs de satisfaction ne manquent pas vu l'impact de ces projets sur les populations bénéficiaires. Le directeur général de l'ANICT est l'invité de la semaine sur notre antenne. On l'écoute. Le docteur Lassina Koulibaly est interrogé par Yaya Konati. L'impact, déjà, c'est de voir les enfants arriver à l'école où ils devaient marcher des kilomètres. Parce que l'ANICT, on arrive à mettre des salles de classe plus proches de la population. L'impact, c'est les centres de santé que nous construisons. C'est les investissements qui coûtent à l'échelle d'une commune. Donc, à travers les subventions de l'ANICT, on arrive à faire cela. Donc, c'est les mortalités sur les mortalités que nous jouons. À travers maintenant les projets d'intérêt économique, on commence à installer des périmètres, des petits périmètres irrigués pour les femmes. Donc, c'est ça qui fait notre satisfaction quand nous voyons que la population, à travers les investissements de l'ANICT, on arrive à sauver la population, on arrive à garder le minimum de paix sociale dans ces zones-là.
Et les particuliers, peuvent-ils vous solliciter pour faire un investissement dans leur commune, par exemple? C'est là un peu la particularité de l'ANICT. Notre client principal, ça reste la commune, ça reste le maire, l'ordonnateur. Maintenant, un particulier qui a un projet d'intérêt communal, il faudra qu'il approche son maire et que le maire arrive à faire inscrire ce projet-là dans leur PDSEC. À ce moment, l'ANICT pourra intervenir. L'invité de la semaine, c'est après les informations météorologiques. Qui peut et doit observer le jeûne pendant le mois de Ramadan? À prime abord, les personnes en bonne santé. Et en principe, nous le sommes pratiquement à majorité. Cependant, c'est à l'approche du mois béni que beaucoup de malaises fusent de partout. Imaginaire ou réel, la chronique Un jour, une formule, c'est avec Sori Ibrahima Keita qui va nous aider à mieux comprendre tout cela. À la fois thérapie et recette inédite d'expier ses péchés, le 9e mois du calendrier hégirien est diversement accueilli par la communauté censée l'observer. Question de degré de foi, il y a ceux qui ne veulent jamais le quitter, les accompagnateurs infatigables à l'arrivée et au départ, ceux qui observent le strict minimum exigé du mois, et ceux-là qui en ont la phobie. Ils sont connus des radars des structures sanitaires. À l'approche du mois de carême, c'est fréquent. On a des personnes qui nous consultent pour savoir réellement s'ils peuvent jeûner ou pas. Et moi, j'ai dit que ce ne sont pas des maladies... Bon, ça peut être des maladies imaginaires, mais toute bonne personne qui est suivie par un médecin doit consulter avant d'observer le jeûne. Une abstinence totale du lever au coucher du soleil, de quoi donner de l'estomac à certains, réels ou imaginaires. D'autres viennent nous voir, ils veulent savoir s'ils peuvent jeûner, oui ou non. Donc nous faisons la part des choses. Il y a des maladies, tu ne dois pas jeûner. Il y a des maladies, on dit aux patients de jeûner, et le jeûne est même bénéfique pour ce patient. C'est des gens qui ont un diabète de type 2 par exemple. Un diabète de type 2 qui sont obèses, qui sont gros. Donc s'ils observent le jeûne peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé. Les gens qui ont des problèmes d'ulcères, des problèmes d'estomac documentés, quand ils jeûnent, le jeûne peut aggraver l'ulcère gastro-duodénal. Quelqu'un qui est diabétique, par exemple, qui est sous injection, qui est sous insuline, qu'on appelle le diabète de type 1, cette personne ne doit pas jeûner parce que quand il jeûne, tu ne pourras pas contrôler les hypoglycémies à répétition. La question du 4e pilier de l'islam semble pourtant être simplifiée par son ordonnateur. Jeûnez si vous pouvez, sinon observez autrement avec un don compensatoire, une charité accrue de la zakat, qui est un autre pilier de l'islam. Mais attention, les avertissements du Tout-Puissant sont sans ambiguïté. Pas de malice dans son adoration, comme l'illustre la 90e sourate, la Sekous Azalzla. Quiconque fera un bien, fût-ce du poids de l'atome, le verra. Avis aux grands dribbleurs qui finissent toujours par se dribbler eux-mêmes. C'est la Donc, de prime abord, nous sommes tous en bonne santé, alors nous allons tous jeûner. Merci, Sori Ibrahima Keita. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en application de l'arrêté numéro 2011-2991 du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires de travail sont modifiés comme suit: du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes, de 12h30 à 13h, vendredi de 7h30 à 12h30. Un nouveau livre vient de paraître. Il est intitulé « La protection des données à caractère personnel en droit malien entre affirmation et effectivité contrariée ». Cet ouvrage est signé Dr Mahamadou Ali Aïdara. L'auteur entend ainsi apporter sa contribution à la thématique liée à la protection des données à caractère personnel en République du Mali. La présentation du livre, c'est avec Aliou Abdoulaye Touré.
Entre les lignes et les pages de ce livre de 320 pages, l'auteur Dr Mahamadou Ali Haïdara aborde la question liée à l'utilisation des données à caractère personnel. Le livre se veut une contribution en termes d'information et de connaissances sur les données à caractère personnel en République du Mali. On a décidé de faire le lancement du livre. C'est pour permettre aux gens d'informer, d'être au courant de l'existence désormais d'un document qui traite la protection des données à caractère personnel en droit malien. Donc ce livre traite au niveau de sa première partie l'expression de la volonté de plusieurs autorités de renforcer la protection de la vie privée et d'accorder à tout citoyen vivant sur le territoire national la protection de ces données à caractère personnel. Et la deuxième partie du document du livre montre le caractère relatif de cette protection, de la qualité de cette protection offerte. Ça part des insuffisances de la loi, les difficultés que la PDP rencontre dans la mise en œuvre de la loi. Les insuffisances soulevées dans le livre, si on arrive à prendre en compte ces observations, ça va beaucoup aider le Mali d'être sur la liste des pays adéquats. L'auteur du livre est un juriste de formation et expert en droit de protection des données à caractère personnel. Le livre qu'il vient de produire est destiné à toute personne intéressée par la protection des données à caractère personnel. Voilà, désormais, dans nos librairies, ce 23 mars, le point Covid se présente comme suit. Sur 195 tests réalisés, 2 cas positifs, 8 guéris et 0 décès. Sport, football, éliminatoire CAN 2023, demain vendredi, Aigle du Mali contre Scorpion de la Gambie. C'est au compte de la 3e journée du groupe G. Leader avec 6 points, les Maliens entendent maintenir la cadence, mais c'est sans compter sur les Gambiens qui vont sûrement tenter le tout pour déjouer les pronostics. Siragatou Sissé nous donne un avant-goût de ce Mali-Gambie. Suivons ensemble. Le chemin du mois de la CAN 2023. C'est un leader 6 points que le Mali accueille la Gambie, deuxième ex-aequo 3 points. L'enjeu est capital. Ils ont un groupe assez solide, voilà, avec des individualités offensives qui sont capables de faire la différence à tout moment. Derrière, ils sont relativement solides et ça coulisse bien. Le sélectionneur des Aigles, Éric Sékouchel, a toutes les cartes en main pour composer une équipe commando capable de rivaliser avec la Gambie. L'ADN du football malien devient agressivité, intensité et qualité technique. Donc je vais leur demander d'avoir cet état d'esprit, d'être compétiteur, voilà, de ne rien lâcher, d'essayer à tout moment d'aller chercher la victoire, d'avoir beaucoup de concentration, de pouvoir attaquer tous ensemble, de pouvoir défendre tous ensemble. Voilà, d'avoir beaucoup de valeur aussi. Précis. Moi, Mali est la plus grande équipe. Mali a les qualités comme Cameroun, peut-être mieux que Cameroun, que Ghana, que Nigeria. Et ils sont les favoris, mais je ne commence jamais un prix. Et on va être très content quand on peut gagner un point ici. Ce premier acte dans ces éliminatoires Mali-Gambie est officié par des arbitres burkinabés. Coup d'envoi ce vendredi à 19h. Au stade du 26 mars. Et vous pourrez bien sûr suivre le match en direct sur nos antennes à partir donc du 19h. On souhaite une bonne chance à nos aigles. Victor Sy a été inhumé aujourd'hui au cimetière chrétien de Bamako-Croix. Les obsèques s'y sont tenues à la grande cathédrale de Bamako en présence de parents, amis et compagnons de lutte venus témoigner de la grandeur d'âme, la force de conviction, l'engagement et le courage de l'illustre disparu. Bemba Sibi, reportage. Dernier hommage des proches, amis et compagnons de lutte à Victor Sy, le combattant suprême. Le combattant, l'homme de terrain, a été surpris dans son lit par la faucheuse le 21 mars dernier. Quelle surprise pour celui qui se caractérisait par son courage, son engagement, son franc-parler et sa résistance face aux supplices physiques et mentaux qu'il a subis dans le geôle malien. Un patriote qui pour rien au monde n'a cédé pour ses convictions. On lui a fait faire le tour des prisons du Mali, il est resté tel quel. C'est lorsqu'on a voulu le nommer chef d'arrondissement pour le confondre dans des histoires de documents de fond
qu'il a pris la route de l'exil. Il a permis à beaucoup d'entre nous de prendre conscience de la réalité politique du pays et de nous préparer à affronter les dictateurs qui nous opprimaient à l'époque. C'est donc un grand camarade qui est parti, dont la caractéristique essentielle, c'est l'engagement, la dédicace permanente à la cause du Mali, de la nation malienne. Il voulait construire une nation malienne, il voulait vivre cette construction. Et de l'Afrique, parce que c'était un grand panafricaniste. C'est la constance, c'est la résistance. À 87 ans, Victor Sy tire donc sa révérence. Le natif de Tombouctou reste indéniablement l'une des plus grandes consciences morales et politiques de notre pays. Sa vie et le militantisme sont les deux ventricules d'un même cœur. Victor, le combattant pour la justice sociale, l'humaniste, était avant tout un père. Papa, ta famille était pour toi la chose la plus importante à tes yeux. Tes enfants étaient tes amis. Tu avais un petit nom pour chacun de nous. Papa, tu nous as permis de réussir dans la vie. Tu as toujours fait en sorte de nous inculquer de bonnes valeurs. Tu nous as demandé de rester dignes devant toutes les situations. Victor Sy repose désormais au cimetière de Bamako-Koura. Le combattant suprême avait pris le soin de signer un bail avec l'immortalité en inscrivant son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique contemporaine de notre pays. Hier déjà, à son domicile, s'est tenue une veillée funèbre. Plusieurs personnalités ont partagé avec l'assistance certains pans de leur histoire commune avec Victor Sy. Dort en paix, le combattant. Oui, que son âme repose en paix. Nous remercions nos téléspectateurs de Bamako, Sénou et Samé. À demain, j'espère, 20h45. Et continuons de porter le Mali dans nos cœurs. Bonsoir à tous.